Bonjour à tous. Ok, je pense qu'on peut commencer. Donc, merci de vous joindre à nous pour ce quatrième et dernier opus de la série de webinaires Summer Camp 2020. Donc, pour clôturer voilà, le dernier mercredi de l'été et de ce mois, on a décidé d'aborder, je dirais, peut-être l'élément le plus peut-être pragmatique ou le plus technique de l'ensemble de la série. Donc on reste dans la continuité de notre duo de les deux derniers webinaires concernant la modélisation et le modèle de données. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est finalement comment maintenir la documentation, le modèle de données en tant que tel, à jour par rapport aux différentes bases de données qui sont censées documenter. Donc, je vous propose tout de suite d'aller explorer cette problématique ensemble et de voir comment on peut réussir à résoudre ce point-là. Je pense que il est nécessaire et utile, peut-être pour ceux qui n'ont pas pu suivre ou n'ont pas regardé le webinaire en replay de la semaine passée, de faire un rapide rappel sur qu'est-ce qui est un data model, ou tout du moins qu'est-ce que nous on considère être un modèle de données. Donc finalement, pour nous, c'est vraiment ce qui permet de définir, de concevoir la base de données, les données en tant que telles qu'on va trouver dans l'entreprise. Donc, quelles sont les données, où est-ce qu'elles sont, à quoi elles servent, d'où elles viennent, quelles sont leurs formes, s'il y a des règles, quels sont les calculs de ces règles-là, à quoi elles sont liées, quels sont les liens entre ces différentes données. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir toute cette richesse d'informations, ce que nous, on va appeler les métadonnées, autour de la donnée et de l'avoir donc documentée au sein de son modèle. Et donc, finalement, pourquoi on a besoin de faire ça? D'une part, pour avoir une base de connaissances qui permet d'avoir aussi bien une documentation pour les utilisateurs de la donnée en tant que telle, mais aussi d'avoir une documentation pour tous les acteurs qui sont amenés à intervenir sur la base de données. Voilà, pour ce très rapide rappel sur ce qu'on va considérer être un modèle de données aujourd'hui dans le webinaire. Et donc, ce qui m'amène au point suivant aussi, c'est finalement de poser cette vision du cycle de vie de la base de données. Alors, quand je dis base de données, j'entends surtout base de données analytique, on s'entend. Et on en a parlé cet été, de la nécessité constamment de l'entreprise de devoir faire évoluer son environnement de données par rapport à la réalité économique, la réalité du marché, et par rapport à sa propre croissance, à sa propre vie. Et donc, finalement, la base de données et la base de données analytique en tant que telle va elle aussi vivre et va elle aussi évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, si je décompose le cycle de vie de manière assez très, très synthétique, très simple, comme je l'ai fait sur cette slide, finalement, au départ, à la naissance de la base de données, on va commencer par lui créer une première définition. Alors, je vais prendre l'exemple de base de données relationnelle pour simplifier l'échange, mais du coup, on va dire que dans cette définition, on va créer des tables, il y aura des colonnes, et je vais essayer de mettre ces informations-là dans cette base de données au démarrage. Donc, c'est l'étape 1. Ensuite, finalement, elle va vivre, cette base de données. Je vais y ajouter des données. Alors, je vais peut-être les mettre à jour, en supprimer, et puis je vais surtout aller les lire, les requêter, les interroger pour tous mes différents usages. Et il va arriver un moment où je vais modifier cette définition. Je vais avoir besoin d'ajouter une table, supprimer une colonne, modifier quelque chose. Et puis, finalement, cette modification dans la définition, je vais devoir l'appliquer dans la base de données, éventuellement faire des modifications des données en tant que telles relatives à cette modification de définition. Et puis, une fois que c'est fait, je dirais qu'on recommence à insérer, mettre à jour, supprimer et consulter les données qui sont disponibles au sein de la base de données. Et je dirais que ce cycle vit autant de temps que vivra la base de données, itérera autant de fois que nécessaire. Et là, on va se focaliser finalement aujourd'hui, ça va être sur les cas qui vont générer cette itération. Prenons les premières typologies de cas, je dirais assez évidentes, c'est la typologie d'évolution. C'est-à-dire, comme on le disait, on a besoin, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons, je dirais, de contexte économique ou de volonté métier de l'entreprise, de faire une modification de la base de données. Donc, on a besoin de faire une évolution de cette définition, comme on le voyait. Il peut y avoir des besoins techniques, différents besoins métiers qui peuvent apparaître en parallèle, plus ou moins complexes, plus ou moins longs, qui vont s'appliquer sur cette base de données. Et ils peuvent aussi, ils sont souvent soumis à une contrainte temporelle forte.
pour des raisons réglementaires, pour des raisons de sortie de nouveaux produits, pour des raisons de modification d'organisation, de modification de la chaîne de production. On a besoin de modifier impérativement notre base de données avant une date qui est prédéterminée. Ces modifications, elles sont par ailleurs pas forcément réalisées par les équipes qui ont construit initialement cette base de données. Et ça peut même être réalisé par des équipes qui peuvent être externes, sous-traitées, des prestataires ou des partenaires qui finalement vont aussi interagir pour fournir cette évolution, cette modification à la base de données. Et donc, c'est voilà un cas typique, je dirais, qui nécessite la modification de la définition de la base de données, et puis les contraintes qui s'y appliquent, hein, et donc notamment ce besoin de parallélisme et cette temporalité qui est très importante. Le deuxième cas, je dirais, de modification de la définition qui va apparaître, c'est le cas dit d'urgence, qui peut là aussi, du coup, venir de quelque chose qu'on n'a pas prévu, qui peut être un événement complètement externe, ou qui peut être aussi un problème technique ou une croissance qui n'a pas été prévue dans la base de données, qui conduit à divers problèmes, etc. Et donc, il nécessite d'intervenir le plus rapidement possible sur la définition de la base de données ou sur la base de données en tant que telle pour pouvoir modifier quelque chose pour retrouver le fonctionnement nominal de la base de données. Et c'est là, je dirais, que tout change, c'est-à-dire que parce que c'est une urgence, ça signifie aussi qu'on a du coup une perturbation du service et que si on ne réalise pas cette modification le plus rapidement possible, on a potentiellement une perte d'argent, une augmentation de risque, etc. Donc du coup, il faut littéralement aller vite et très vite. Qu'est-ce qu'on va voir en effet de bord de manière générale? Tous les process de déploiement habituels qu'on aurait pu mettre en place, on les oublie puisque c'est la vitesse qui est prioritaire et tout est réalisé en général aussi avec des comptes utilisateurs en production qui ont tous les droits et qui réalisent directement toutes les modifications en prod. C'est finalement, voilà, on fait la correction ou la micro-évolution en prod parce que c'est un caractère d'urgence. Qui plus est, cette action d'urgence peut être réalisée aussi par différentes équipes et peut même être réalisée par des équipes qui ne sont pas du tout en charge du sujet à un instant T, mais finalement par des équipes d'exploitation technique qui ont identifié de manière très visible un problème d'index, un problème de corruption finalement de la donnée, mais qui nécessiterait d'avoir des modifications un peu plus lourdes et qui sont à même d'appliquer ces impacts-là et qui doivent le faire tout simplement parce que le service est interrompu. Comme on en parlait tout au début de notre série de webinars, on voit bien que la disponibilité des données, c'est un enjeu crucial pour les entreprises et donc il faut pouvoir réparer vraiment au plus vite. Ces deux cas de figure, à quoi ça nous mène finalement? Ça nous mène à un modèle de données qui est désynchronisé par rapport à la réalité. Et donc, finalement, ça nous amène à la perte de tous les bénéfices qu'on a énoncés au préalable, tout ce partage de l'information, de la connaissance, etc. Tous les bénéfices de la bonne mise à jour, de la bonne maintenabilité sont perdus si finalement on peut pas appliquer les résultats de ce modèle directement physiquement sur les bases de données, puisqu'elles ne correspondent plus à ce modèle de données. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment résoudre ce problème-là? Je dirais que le premier point, hein, c'est vraiment, je dirais, vraiment une opinion, et c'est vraiment basé sur les expériences qu'on a pu avoir pour pouvoir, je dirais, solidifier au maximum ce lien entre le modèle et la production. Il faut, retirer tous les freins et tous les verrous qui pourraient, je dirais, inciter à contourner le modèle. Et donc, finalement, générer un process le plus fluide et le plus rapide possible entre le modèle et la réelle instance physique de la base de données. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut retirer l'homme du chemin de ce process. Et donc, comment retirer l'homme? Par l'automatisation, tout simplement. Aujourd'hui, on a effectivement tous les moyens pour pouvoir aller littéralement de l'instanciation pure et simple d'environnement, de développement, de tests, de qualification, de préposition, etc., de manière automatique, d'aller initialiser cette base de données avec la définition du modèle telle qu'elle a été documentée de manière
tout aussi automatique, de réaliser et d'appliquer toutes les migrations, je dirais successivement, hein, aux itérations de ce données si nécessaire, aussi de manière automatique au même moment. Aussi d'appliquer, parce que c'est la vraie vie, le retour arrière si nécessaire en cas d'anomalie, en cas de problématique, en reprenant depuis les sauvegardes, en reprenant en appliquant de manière inverse les migrations de données si elles sont non destructives. Et puis finalement, ce qui va aussi aider beaucoup de choses, on en reparlera peut-être un petit peu après, c'est tout ce qui va être l'automatisation des tests, puisque finalement, c'est aussi important de valider, puisqu'on a cette nécessité d'environnement de qualification, de pré-production, de tester que ce que l'on apporte comme modification est effectivement fonctionnel et réalise effectivement ce qu'on a prévu de faire. Donc, pour moi, c'est vraiment une étape vraiment cruciale pour garantir, je dirais, la fluidité entre le modèle et l'instance physique de la base de données. Le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas... Enfin, donc on vient de dire hein, que l'automatisation, c'était vraiment la solution numéro 1, mais pour autant, il y aura toujours et toujours, parce que c'est une réalité du terrain, et parce que littéralement, je connais personne qui a pu me certifier du contraire, un moment, un cas de figure, un contexte où quelqu'un devra agir automatiquement, enfin manuellement, et non automatiquement sur l'environnement de production ou de test ou peu importe. Et donc, il va générer cette désynchronisation parce qu'il aura fallu résoudre un souci de manière instantanée. Beaucoup plus instantanée que tout ce que l'automatisation pourrait nous amener. Parce que ces cas-là existent, on ne peut pas fermer les yeux et se dire que c'est pas bien et qu'il ne faut pas le faire. Il faut les prendre en compte, je dirais, dans la démarche. Et il faut faire ce reverse engineering constant. Et finalement, ce qui est important, c'est d'identifier les moments où ces cas arrivent et tout mettre en œuvre pour préserver la bonne mise à jour de notre modèle de données. Et comment on peut faire ça? Tout simplement en automatisant les tests de véracité de lien entre le modèle de données et la réalité d'implémentation. Donc, l'ensemble des bases de données permettent d'avoir une vue, je dirais, d'extraction de leur propre métadonnées, donc pour visualiser et récupérer l'état exact des tables et des colonnes, etc. Enfin, tous les éléments qui sont existants aujourd'hui dans la base de données, et de pouvoir le comparer avec ce que l'on pourrait instancier à partir du modèle. Et à partir de là, identifier de manière complètement automatique toute déviation entre la documentation et l'implémentation. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réaliser ça de manière automatique, régulière, constante, et au moindre écart, être capable d'agir, de mettre à jour, je dirais, le côté où il faut, pour s'assurer que cette égalité entre les environnements et la documentation soit toujours préservée. L'autre aspect, finalement, et le dernier point, je dirais là-dessus, c'est comment pouvoir éviter de se retrouver dans les situations dites d'urgence. Donc, je reviens effectivement sur la problématique des tests. Et là, plus on réfléchit aux cas aux limites en amont, plus on les teste, moins on a de chance que ça se produise une fois en production. Toujours est-il, on est d'accord que ça peut arriver. On ne peut pas malheureusement prévoir tous les cas de figure. Et dans cette idée-là, il est vraiment crucial de systématiquement avoir une procédure de retour arrière et que cette procédure de retour arrière soit bien entendu automatisable. Le deuxième aspect, c'est vraiment avoir une logique et une démarche de versionning qui soit efficace et bien définie. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de travailler vraiment sur la différenciation et de se dire, OK, entre ce que j'y avais en production hier et ce que je mets en production aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Quelle est la différence? Quel est l'impact? Cette différence-là, ça va me permettre d'identifier éventuellement une problématique qui se produit en production maintenant, et donc de bien identifier que ça a été amené par la modification qui a été faite hier, avant-hier ou il y a 2 semaines, mais pouvoir l'identifier de manière beaucoup plus rapide, identifier l'acteur ou la personne, l'équipe qui va être la plus à même de peut-être corriger ou modifier ces problématiques-là pour les corriger. Mais aussi, ça va permettre peut-être d'échanger dans les équipes avec différents collaborateurs ou différents acteurs d'une même équipe
autour des modifications à fournir et d'avoir, je dirais, un regard critique sur les modifications qui sont amenées et donc éviter, je dirais, d'avoir des erreurs ou des anomalies qui passent au travers de tests en les soumettant au regard finalement de l'homme à ce moment-là. Voilà, je dirais que ce sont les trois grandes démarches, les trois grands concepts qui permettent, à mon sens, vraiment de garder ce lien et cette homogénéité entre le modèle de données et l'ensemble de base de données. Et finalement, la question, c'est comment nos data pourraient vous aider éventuellement à appliquer ces bonnes pratiques dès aujourd'hui, finalement. Eh ben, déjà, c'est en ayant un modèle de données et en gérant un modèle de données. Et ça, on l'a vu, et je vous invite du coup peut-être à voir les webinaires précédents si vous ne l'avez pas fait, à gérer tout simplement votre modèle de données grâce à nos data. Ensuite, c'est effectivement de pouvoir automatiser le déploiement. On l'a vu, c'était le premier point. Et pour pouvoir automatiser le déploiement, il faut avoir un outil qui permet, je dirais, de récupérer toutes ces définitions et de les appliquer derrière à la base de données. Et comme on le voyait sur le dernier point, l'aspect gestion de version est aussi très important pour toute la qualité de la conception de la base de données analytique qui est mise en œuvre. Je vous propose de repasser rapidement sur les démonstrations. Alors, on a vu celle-ci la semaine dernière sur la partie versionning. Donc, je vous invite à regarder plus en détail la vidéo sur cet aspect-là. Mais pour rappel, dans nos data, on va avoir vraiment une gestion avancée du versionning qui permettra non seulement d'identifier les différentes versions et de photographier ces versions-là qui sont mises sur différents environnements et donc qui vous permettra également de comparer plus facilement ce qui s'est passé d'une version à l'autre. Le point central ici avec nos data, ça va être ce qu'on va appeler cette notion de package qui va permettre de définir des définitions de données, des migrations de données, etc., à travers, je dirais, donc un package, donc un ensemble de fichiers qui peut être arboré, défini de manière complexe et de manière riche, et téléchargé, généré quelque part à la demande, donc soit à travers l'interface, soit également à travers une API, donc qui peut être réellement automatisée sans interaction humaine, depuis toute la définition des métadonnées, la définition de ce qu'on va appeler le data definition layer, mais aussi toutes les modifications de migration qui vont pouvoir être téléchargées et exécutées par un agent d'intégration continue, par exemple, auprès des environnements, des différents environnements. Je dirais que cette migration de la donnée, c'est un point important. C'est un point important parce que ça amène beaucoup de complexité. On va avoir en général des noms de bases différents, des noms d'environnements différents, etc., etc., etc. On va pas écrire autant de scripts qu'on a d'environnements possibles. On a besoin d'avoir un outil qui permet de définir de manière un peu plus générique tous ces éléments-là. Et donc, on a nos data scripts pour ça, qui permet donc de travailler ces migrations de manière la plus générique possible, la plus rapide, la plus efficace possible, et donc de pouvoir derrière avoir une génération automatique d'une migration sur n'importe quel environnement, et donc ne pas avoir de biais, oublier de retirer le underscore QLF ou underscore staging du nom d'une table ou du nom d'une base de données. C'est arrivé à beaucoup de personnes, je pense. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un langage qui permet de s'abstraire de ces notions-là, d'écrire sa migration, de la valider en développement et d'être sûr qu'elle fonctionne de la même manière en production. Donc, on a mis en place ce langage NoDataScript qui permet donc d'écrire, par exemple, ces migrations de cette manière-là avec nos data. C'est un langage qui reste assez riche, qui est propre, qui s'applique aussi bien, là, dans l'exemple avec du SQL, et qui pourrait s'appliquer à n'importe quel langage de modification de base de données. Ça peut s'appliquer à travers du JSON ou à travers n'importe quel autre type de requêtage textuel qu'on peut trouver. Et qui va donc pouvoir être capable d'utiliser toutes les métadonnées du modèle pour avoir quelque chose de générique et quelque chose d'efficace pour gérer ces scripts de migration, entre autres. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités, nos data qui sont en lien avec cette problématique aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter à travers le site internet, à travers notre adresse mail contact@nodata.co. Et ça conclut donc notre série du Summer Camp 2020.
J'espère que ce format vous a plu et en tout cas, nous, ça nous a vraiment motivés à vous parler des problématiques autour de la donnée. Et donc, ce sera définitivement un format qu'on essaiera de mettre en œuvre à nouveau. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée.